Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente Sud Radio 7 excellent, Judith Belair. Bonsoir les copains, c'est excellent votre moment de détente à l'écoute de ceux qui excellent dans leur chemin, quel soit-il, sur Sud Radio. Il a rythmé nombre de nos soirées télé, il était déjà venu se raconter pour vous chers auditeurs en saison 2 de C'est excellent sur Sud Radio. Bernard de la Villardière nous revient ce soir avec un nouveau média au nom commun sur Instagram, un nom malin. Réel Média a été lancé ce jeudi sur les réseaux sociaux, un média tout public et surtout optimiste. Bernard y tient. D'où lui vient cette idée et de quel constat part-il pour sa création? Je vais lui demander pour vous et puis plus encore évidemment. Bonsoir Bernard de la Villardière. Bonsoir Judith, merci de votre invitation. Un plaisir. Dans cet excellent, vous le savez, pas de barrière, pas de débat chaud, mais de l'échange et du plaisir à le faire entre ceux qui font l'excellence tous les jours, quel que soit leur métier. Il est fleuriste passionnément, c'est une évidence, et la beauté du geste et des fleurs est indissociable de ses engagements. Pascal Mutel est président de l'Union nationale des fleuristes qui administre l'École nationale des fleuristes à Paris, l'unique centre de formation professionnelle français entièrement dédié à la fleuristerie. Valoriser, transmettre et former sont ses maîtres mots, ça tombe bien, c'est ce qu'on fait ici tous les dimanches à 19h. Bienvenue Pascal Mutel. Bonsoir Judith, merci beaucoup. Plaisir. C'est excellent sur Sud Radio, chers auditeurs. Bienvenue chez vous. Bernard de la Villardière. Alors, je l'ai dit en introduction, vous venez tout juste de lancer votre nouveau média, spécial réseaux sociaux au nom évocateur Réel Média. Alors, première question un peu évidente, Réel, ce nom c'est bien pour rappeler les réels sur Instagram? Non, pas du tout. D'accord. C'est les reels sur Instagram. Nous, c'est réel. D'accord. Parce que moi, j'avais tendance à dire réel sur Instagram aussi. Ah bah oui, mais c'est un tort. C'est la version française. Alors, dorénavant, il faudra dire reel puisqu'il y a réel en fait. Alors, il y a quand même une autre chose un peu commune. Les... Oui. Entre ce nom, entre ce nouveau média et les reels d'Instagram, c'est que ce sont des petites vidéos que vous proposez, vous qui sont pas subjectives pour le coup, qui sont de l'info objective et que vous faites en format court. On imagine que c'est aussi pour aller toucher la population qui se sert des réseaux sociaux tout simplement. Oui, absolument. Un peu comme Brut, Combini, Néo. Voilà, ce sont des nouveaux médias qui sont apparus il y a quelques années. C'est Brut qui avait lancé la mode d'ailleurs en France, avec un certain succès. Et moi, je fais le pari que il y a encore des places à prendre sur ces réseaux sociaux, avec un média qui a à mon avis une ligne éditoriale tout à fait dans l'air du temps, positive, tournée vers l'innovation, vers le changement. Et c'est ça qui fait que c'est différent de Brut, justement? Qu'est-ce qui fait que c'est différent? C'est peut-être plus optimiste, en effet, et puis on est centré encore une fois sur le changement et l'innovation, et pas seulement sur les constats ou bien sur la dénonciation. D'accord. Et vous nous dites dans le pitch, Bernard de la Villardière, que Réel Média, c'est destiné à tous les publics, les jeunes aussi bien que leurs aînés, mais en réalité, quand même, les premiers utilisateurs des 10 réseaux sociaux, c'est la jeunesse, on va pas se mentir. Faut aller les chercher, en fait, c'est ça que vous faites? Oui, pas seulement, parce que en effet TikTok c'est assez jeune, mais Facebook maintenant c'est utilisé par les boomers, une population un peu plus âgée, dont je suis évidemment. Donc la moyenne d'âge d'utilisateurs de Facebook a plutôt grandi. Voilà, augmenté. Donc on sera également sur Instagram, on sera sur Twitter évidemment, et puis sur LinkedIn. D'accord. Et peut-être demain sur YouTube. Et les vidéos c'est entre 2 et 10 minutes. Ok. Et les sujets que vous traitez, en fait, le contenu que vous allez chercher en général, qu'est-ce que c'est des sujets sur l'innovation, des PME, des startups qui lancent des projets innovants, notamment dans le domaine de la lutte contre la destruction de la biodiversité, de la lutte contre le réchauffement climatique. Mais on ne sera pas seulement écologique, c'est-à-dire on sera dans un nouveau mode de vie. Comme vous savez, on est un carrefour, et c'est quelque chose de passionnant parce que la crise du Covid, la guerre en Ukraine, la problématique du réchauffement climatique nous incite à changer de comportement, de relations aux autres, de relations au travail, de relations à la société de consommation. Et donc voilà, on sera sur les thèmes de la sobriété. La sobriété, c'est plus qu'une valeur anti-réchauffement climatique. C'est aussi un nouveau mode de vie, c'est une nouvelle manière d'être. Et je trouve ça tout à fait formidable d'explorer ces 1000 sentiers de la civilisation en train de se faire, qui sera plus tout à fait demain celle d'aujourd'hui. D'accord. Et donc votre positionnement, vous le dites, c'est de rester optimiste et positif. Comment le faire? Parce que justement, face aux défis qu'on traverse, en mettant en valeur l'énergie humaine, l'innovation, l'inventivité, l'adaptation, la capacité d'adaptation de l'homme. En fait, ça fait, comme vous le savez, plus de 17 ans que je parcours la planète pour enquête exclusive. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que souvent on me pose la question, on me dit, mais tu vas dans des pays terribles, qui souffrent, comme
Haïti, comme certains pays d'Afrique, certains pays d'Asie, etc., où on est confronté à l'injustice, à la misère, parfois à la guerre civile ou autre. Et pourquoi tu rentres avec une telle pêche? Eh bien, c'est parce que dans ces destinations-là et dans ces milieux-là, très compliqués, difficiles, je trouve quand même des gens qui ont une énergie, un courage, une positivité, justement. Oui, voilà, un optimisme et puis une volonté d'aider les autres, de malgré tout privilégier la vie et de se battre. Et donc quand je rentre ici, c'est ce que vous avez envie de nous raconter, quoi, en fait. Quand je rentre ici en France, c'est vrai que je suis un peu, je fais les convois et que je vois qu'on manifeste contre la réforme des retraites et que les gens pleurnichent parce qu'ils vont bosser 2 ans de plus. Je crois que ça me désespère un peu parce qu'il y a tellement de choses à faire aujourd'hui dans le monde. Vous savez que c'est un chiffre que le Bureau international du travail dit que la moyenne de temps travaillé par semaine dans le monde, c'est 60 heures. Nous, on est à 35. On est très très loin. C'est peu. Et puis le travail, c'est la vie. Le travail, c'est l'émancipation. C'est la relation aux autres. C'est la créativité. C'est formidable. Quand j'entends dire par exemple que ah oui, mais les éboueurs c'est terrible parce que ils partent à 57 ans au chômage, à la retraite, ils vont partir à 59 ans. Mais personne n'est obligé d'être éboueur toute sa vie. C'est là où la société est mal faite, c'est qu'on devrait dire à un éboueur au-delà de 40 ans, s'il a fait son métier pendant 10-15 ans, il faut lui offrir autre chose. Et on est aujourd'hui à une génération, à une époque où on va changer, et c'est ce que je dis souvent aux jeunes de moins de 30 ans, mais tu sais, tu vas changer de métier 2 ou 3 fois dans ta vie. Et avec la formation continue, avec les réseaux sociaux, mais aussi les moteurs de recherche, l'éducation, elle est à la portée de tout le monde. On est en train de parler de ChatGPT là en ce moment. Oui. Mais c'est une manière formidable de donner accès à l'éducation. Oui, ça dépend du point de vue. Et non seulement ça, mais en plus, la donnée, elle est là. Le fond, il est là. Ouais, c'est dangereux un petit peu quand même. Il peut y avoir des dérives. Oui, bien sûr, d'accord. Mais oui, il faut savoir l'utiliser, bien évidemment. Mais juste pour rebondir sur ce que vous dites, le monde il change, les mentalités elles changent. Le post-Covid, la jeunesse, elle a moins envie de travailler, elle a envie de voyager. Le travail, c'est pas la vie pour cette jeunesse-là, Bernard de la Villardière. Ils ont quand même une autre manière d'aborder. Mais non, mais c'est parce qu'on leur a mal expliqué ce qu'était le travail. Oui, vous pensez? Ah bah oui, évidemment. Non, mais enfin, on est dans une civilisation judéo-chrétienne où l'émancipation, elle passe par le travail. Mais quand on parle de travail, c'est l'effort. Quand vous faites du sport, vous faites un effort, vous n'avez pas l'impression de travailler. Mais si l'effort, au bout de l'effort, il y a la récompense de ce qu'on a créé, de ce qu'on a pu développer, de ce qu'on a pu gagner. Donc la solution, c'est quoi? C'est la passion, en fait. Parce que absolument, là, c'est de faire des métiers, c'est de faire des métiers à vocation. Et c'est vrai que en tant que journaliste, même les métiers les plus rébarbatifs, au bout d'un certain temps, quand j'interroge les gens, même les croque-morts, vous vous intéressez, vous vous dites son métier il va pas même les éboueurs, je suis persuadé qu'ils adorent leur métier et ils font un métier. Il y en a qui aiment ça beaucoup. Et ils font un métier formidable, essentiel. Sont là, si on trouve dans son métier une utilité sociale, qu'elle est reconnue à sa juste valeur par la société, je vous assure que les gens ne souffrent pas de travailler. Pascal Mutel, vous me disiez hors antenne que vous vous levez à 3h30 du matin pour votre beau métier de fleuriste, justement. Vous auriez du mal à le faire sans passion aussi, tout bêtement. Ah oui, c'est un métier où il faut la passion, parce que c'est un métier d'engagement, c'est un métier d'engagement mental, physique, c'est un métier qui demande beaucoup d'énergie, mais c'est tellement positif que finalement ça se fait facilement. D'accord, oui, donc c'est un peu le secret. Bernard de la Villardière, pour revenir un petit peu à ce que vous avez dit il n'y a pas longtemps, vous avez dit être agacé par le bruit médiatique ambiant. Est-ce que vous pensez que cette parole qui prolifère justement, elle court le risque de plus être écoutée? Et comment est-ce qu'on fait pour se détacher de ça et proposer un contenu qui... c'est ce que je fais là, c'est le contrepoison, c'est lutter contre le défaitisme, encore une fois, en faisant des portraits d'hommes et de femmes, de jeunes et de moins jeunes, qui s'investissent, qui créent, qui développent des initiatives. C'est ce que vous proposez aussi? Sur la guerre en Ukraine, non, pas spontanément, mais on y viendra, oui, forcément. Enfin, il se trouve que une vision positive de ce qui se passe là. Non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. En revanche, mettre en exergue les gens qui sur place luttent pour faire en sorte que les gens qui sont touchés par la guerre puissent s'en sortir malgré tout. Forcément, oui. Je me souviens d'ailleurs, j'étais à Boutcha il y a quelques mois. Ce qui m'avait frappé, c'est que Boutcha est un village qui a été complètement détruit par l'artillerie russe et une bataille de chars entre les Ukrainiens et les Russes. Et il y avait une maison qui était détruite, une femme à sa porte. C'était une ruine, sa maison. Mais elle était en train d'arroser son jardin. Et elle avait planté des roses tout autour de sa maison détruite.
Et elle revenait là tous les jours pour arroser ses plantes, arroser ses fleurs, en se disant qu'elle allait reconstruire un jour et qu'elle repartirait. Et elle était souriante. Elle souffrait, elle avait souffert, mais elle était souriante et elle était voilà. Et la seule manière de se reconstruire, c'est de redire je vais remonter la pente et je vais y arriver. Planter des roses, ça vous parle, hein, Pascal Mutel, pour justement remettre de la vie et de la positivité? On voit que c'est justement positif, c'est l'optimisme. Les fleurs, c'est le plus beau vecteur d'émotion. Donc, même dans un monde détruit, il y a un proverbe irlandais qui dit s'il ne te reste que 2 sous, achète-toi un sou de pain, un sou de fleurs. Les fleurs, c'est la vie, c'est l'émotion, c'est partout. Et même dans une cité détruite, souvent, c'est la végétation qui repart en premier et qui redémarre en premier. Oui, donc qui rapporte la vie, quoi, en fait. Hein, c'est la vie. C'est les fleurs, le végétal, un des slogans de l'interprofession, c'est le végétal, c'est la vie. Et c'est vraiment ça, parce que partout où il y a un eu la monde est destruction, détruit, où un monde va mal, c'est toujours le végétal en premier qui revient et c'est toujours lui qui est là. Donc finalement, ce que vous faites, Bernard de Lavillardière, quand vous nous racontez un truc comme ça, c'est injecter un petit peu de poésie. C'est planter des fleurs un peu partout, absolument. C'est pour ça qu'on fait un sujet sur une société qui s'appelle Station Debout, qui a installé un peu partout des salles dans lesquelles des personnes handicapées peuvent venir marcher sur des tapis en étant entourés de personnes, de soignants qui sont, ou de kinésithérapeutes qui les aident à refaire les premiers pas après une longue maladie, après avoir été longtemps immobile. Il y a ce fameux exosquelette qui est utilisé dans ces stations debout qui sont en train de se construire un peu partout en France. On a été faire un reportage à Paris. Il y a la ferme verticale. C'est comment on installe dans un entrepôt chauffé, bien évidemment, avec de l'électricité, mais l'électricité produite par des panneaux solaires, donc c'est extrêmement vertueux. On peut faire une quinzaine de cultures dans l'année d'une plante comme le basilic, sans utiliser de pesticides et en économisant l'utilisation de l'eau. C'est un sujet pour vous, ça, Pascal Mutel, justement, le circuit court et la traçabilité des végétaux. Vous avez entendu parler de Gaïa, Futura Gaïa, non? Futura Gaïa. C'est bien, on va en reparler dans un instant. Parlons vrai sur Sud Radio, chers auditeurs, en compagnie du journaliste et producteur Bernard de Lavillardière et Pascal Mutel, fleuriste et président de l'Union nationale des fleuristes. Restez avec nous, on revient tout de suite. Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Merci d'être avec nous sur Sud Radio, chers auditeurs. C'est un bon choix, c'est excellent ce soir, comme tous les dimanches, avec ce soir le journaliste et producteur Bernard de Lavillardière, qui vient de lancer Réel Média, et Pascal Mutel, qui est fleuriste et président de l'Union nationale des fleuristes et qui administre également l'École nationale des fleuristes de Paris, le seul centre de formation professionnelle dédié à la fleuristerie. Donc Pascal Mutel, juste avant que ça coupe, on parlait de Gaïa et de ces cultures urbaines qui fleurissent, et je voulais avoir votre opinion dessus, justement. Le développement de l'agriculture urbaine, c'est un vrai sujet. Contre l'artificialisation des sols, il y a des endroits où, alors, est-ce qu'on produit de l'énergie ou est-ce qu'on produit des légumes, des fleurs, différentes choses. Alors, les deux modèles viables en termes d'agriculture urbaine, il y en a un à côté de Tokyo, un à côté de Chicago. Sinon, c'est une vraie difficulté de rendre économiquement viable ces modèles-là. Mais ça fait partie de la société. Alors, qu'est-ce que l'on fait? En termes de production, que c'est difficilement viable ou c'est Oui, parce que ce sont quand même des petites surfaces avec des rotations qui ne sont pas forcément évidentes. Mais alors en indoor, les productions indoor qui sont faites, donc c'est-à-dire en circuit complètement contrôlé, complètement fermé. Alors c'est intéressant parce que du coup, il n'y a aucun pesticide au niveau phytosanitaire, aucun produit n'est utilisé puisque toute l'atmosphère est contrôlée. Au niveau énergie, c'est totalement autonome. On a donc des productions bio même qui sont produites. Alors, est-ce que c'est bio, est-ce que c'est pas bio? C'est là que s'ouvre le débat et c'est là que ça devient marrant parce que finalement, c'est bio, intrinsèquement, c'est bio. Est-ce que de cultiver dans ces conditions-là, est-ce que l'humain en fait partie? Est-ce que c'est glamour? Mais est-ce que finalement manger c'est glamour ou pas? Est-ce qu'on en a besoin? Nous, évidemment, fleuristes, on a toujours besoin de mettre du glamour partout, on a toujours besoin de mettre du sens, de mettre de ça. Mais ça remplit un besoin, l'agriculture urbaine et le local, c'est un vrai enjeu de demain et donc c'est quand même
très important. C'est ce que vous disiez, Bernard, en fait, de la Villardière, en fait. C'est que justement, ce repositionnement du local, c'est typiquement le genre de sujet que vous avez envie de mettre en avant. Oui, tout à fait, sans oublier l'international, bien évidemment. On a besoin des autres, mais effectivement, il y a le concept de chimie verte, il y a les forêts infinies, ce qu'on appelle les forêts infinies. Il y a plein de choses à raconter et à mettre en avant. Absolument. Alors, Pascal Mutel, vous avez pris la présidence de l'Union des fleuristes en 2018. C'est la première organisation professionnelle à mission dédiée aux fleuristes français. Qu'est-ce que vous faites exactement au sein de cette union, justement? Qu'est-ce que vous défendez aussi comme valeur? Eh bien, ce qu'on fait, c'est d'essayer tous ensemble de réfléchir à notre métier et comment le rendre plus vertueux. Notre métier, si vous l'avez dit, un métier de passion, c'est un métier tourné vers les autres, c'est un métier de générosité. Et comment la fleur coupée, on l'a vu dernièrement, elle se fait parfois un peu attaquer. Est-ce que finalement elle est éco-responsable? Est-ce que finalement d'acheter des fleurs, c'est bien ou c'est pas bien? Nous, justement, on dit que c'est bien et que c'est formidable. Et on n'oppose aucun modèle. On voit souvent des modèles, on voit parfois des acteurs qui, pour se mettre en valeur, opposent toujours un système à un autre. Nous, on a préféré d'associer tous les modèles parce que on pense que c'est en associant tous les modèles que l'on sera vertueux. Et donc nous, notre rôle, c'est de se dire comment on fait mieux et comment on est vertueux et comment la fleur, qui est quand même ce vecteur d'émotion si formidable, il est également éco-responsable. D'ailleurs, chers auditeurs, pour vous qui m'écoutez, vous ne le voyez pas, mais j'ai un bouquet absolument sublime derrière moi avec de la tulipe, des feuilles vous m'avez dit des branches de cerisier. Voilà, des branches de cerisier. Alors les tulipes, elles viennent justement de Provence. Les plus belles tulipes du monde sont produites à Carqueiranne, qui est une commune à côté d'Hyères, où on produit des tulipes très longs, comme ça. Ils exportent partout dans le monde, en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis, en Hollande, bien sûr. On arrive, nous, les Français, à même exporter de la tulipe en Hollande. Donc c'est quand même une spécificité. Mais et c'est juste avec du jasmin qui vient d'Italie, comme ça. Et voilà, vous avez un bouquet qui vient de l'Île-de-France, de Provence, de Hollande et d'Italie. Donc un vrai bouquet européen. Alors justement, vous parlez de culture raisonnée ou raisonnable. Vous, ce que vous avez mis en place, vous avez validé avec vos collègues il n'y a pas très longtemps, c'était en octobre, durant les assises de l'Union des fleuristes. Une chose, c'est-à-dire que les fleuristes se sont engagés à indiquer la provenance des fleurs d'ici le 1er juillet 2023. Et c'est un sujet justement pour continuer à valoriser cette culture raisonnée que vous avez envie de mettre en avant en fait. C'est un vrai sujet, ça. Exactement. Ouais. La traçabilité, pour indiquer la traçabilité, c'est une obligation européenne. Donc pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Mais pourquoi on attendrait toujours que ce soit obligatoire pour le faire et pour s'engager à être plus vertueux? Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé, justement, notre filière, de prendre chose parce qu'on est transparent, parce qu'on n'a rien à cacher, justement. Et on a organisé au mois d'octobre les premières assises de la traçabilité pour dire, voilà, la fleur, qu'est-ce que c'est exactement? La production française, c'est 15% du marché. 40% par l'export. Le disponible en France, c'est 8%. Donc, quid des 92% restants? Alors, d'où elles viennent? Elles viennent du Kenya, d'Éthiopie, elles viennent de Colombie, d'Équateur. Et là-bas, comment ça se passe? Comment c'est exactement, vraiment, la culture de la fleur là-bas? Là-bas, se côtoie le pire, le meilleur, mais le meilleur aussi. Donc, c'était bien de dire, justement, que la fleur, dans un écosystème global, a une vraie importance. Nulle part dans le monde, la fleur ne remplace de l'agriculture nourricière. Nulle part, elle est responsable de déforestation. Par contre, partout, elle est créatrice de valeur, elle est créatrice de travail. Dans beaucoup de pays, c'est le travail qui permet l'émancipation. Vous le disiez, Bernard, tout à l'heure. C'est ce qui permet l'accès à l'éducation, l'accès aux soins, l'accès partout. Moi, je travaille, par exemple, avec une ferme au Kenya qui s'appelle Redland. 600 personnes sont employées sur la ferme. Elle vient d'obtenir le label bilan carbone neutre par l'ONU. Elle est très engagée dans une politique sociale et environnementale. Au niveau social, c'est 80% de femmes. Le Kenya, c'est 4 millions de personnes qui dépendent de la floriculture, 70% de femmes. Dans cette ferme, là, proprement dit,
sont des femmes qui ont parfois été victimes de viols tribaux, d'excisions, de choses comme ça. Donc, elles peuvent retrouver une place dans la société grâce au travail. C'est la création de dispensaires, d'hôpitaux, l'accès aux soins, l'accès à l'éducation pour leurs enfants. C'est fou tout ce que ça crée. Exactement. Une petite fleur. Exactement, Ouais. c'est fou ce que ça crée. On voit bien là qu'elle est créatrice de valeurs humaines, créatrice de sens. Et donc, n'opposons pas la fleur française à la fleur européenne, à la fleur mondiale. Partout, elle peut être créatrice de valeurs et de beau et d'émotions formidables. Ouais. Voilà, c'est vrai, il ne faut pas Bernard tout de basculer Laverdière. dans le local et le Made in France, parce qu'en effet, ça pourrait provoquer des crises économiques et sociales dans ces pays. C'est-à-dire que, évidemment, spontanément, quand on dit, tiens, aujourd'hui, dans le contexte actuel, dans l'idéologie actuelle, dire, ah oui, on plante des fleurs, on élève des fleurs au Kenya ou des roses et on les importe ensuite en France, on se dit, mais non, mais c'est idiot, il faut les importer ici. Ben non, ça peut être aussi un modèle vertueux. Zéro carbone, comme vous le dites, etc. Et puis ces populations là-bas, elles ont besoin de travailler. Et donc c'est une source de revenus pour elles, c'est une source de socialisation, de sociabilisation, et notamment pour les femmes, d'émancipation des femmes, comme vous le disiez. Et donc il ne faut pas basculer dans le localisme et dans l'autarcie économique, parce qu'on est dans un monde dans lequel les échanges, ils ont aussi leurs vertus. Donc la démondialisation, c'est pas forcément toujours une bonne chose. Non. Et on a été trop vite dans la mondialisation. Il y a des mauvais côtés de la mondialisation, mais il ne faut pas démondialiser non plus. Oui, je vous vois hocher de la tête, c'est important. Oui, parce que c'est exactement ça. C'est par contre comment nous, là où on peut être acteur, c'est de se dire quand on achète de la fleur au Kenya, quand on achète de la fleur en Équateur, c'est comment cette fleur, elle est éco-responsable, comment la ferme dans laquelle on l'achète est vraiment engagée avec des labels sociétaux, avec des labels environnementaux, comment ces pratiques sont bonnes. Et là, on a une vraie action à mener. Là, on a un vrai pouvoir, parce que c'est vraiment, nous, ce que l'on cherche, c'est tirer l'ensemble de la filière vers le haut en se disant ok, bah oui, effectivement, ma fleur, elle vient de Hollande, elle vient d'Italie, elle vient du Kenya, elle vient d'Équateur, parce que ce sont des terroirs d'exception, parce que ce sont des savoir-faire d'excellence. C'est toujours ce cumul des deux. Et moi, je suis allé visiter dans tous ces pays les fermes. C'est pas qu'un discours marketing, à l'inverse de beaucoup de gens qui en parlent, mais qui eux n'y sont jamais allés. Et on voit la création de valeur que c'est dans ces pays-là, et les gens comme ils sont fiers de faire ce qu'ils font, comme c'est beau, comme c'est magnifique. C'est vraiment une merveille. Pascal Mutel, votre devise, c'est la plus belle fleur au bon endroit, au bon moment. En fait, la traçabilité, pour vous, elle rajoute à de la beauté, quoi. En fait, à la beauté elle-même. Hein. Oui, parce que la plus belle fleur, c'est celle qui est produite dans de bonnes conditions. C'est celle qui dégage une émotion au bon endroit. C'est-à-dire que il faut qu'elle soit bien positionnée et au bon moment. La fleur, elle est là pour dire quoi? Elle est là pour un remerciement institutionnel, elle est là pour un dîner en amoureux, elle est là pour fêter une naissance, elle est là pour remercier quelqu'un qui vous a rendu un service. La fleur, là, au moment important, quoi. Elle est gratuite. La fleur, c'est gratuit. Une semaine après, le bouquet sera mort. Ce côté éphémère de la fleur rend la fleur gratuite. On n'achète personne avec des fleurs. Par contre, on fait plaisir. Par contre, on marque une émotion. Quand on offre des fleurs à quelqu'un, c'est pas anodin. On joint un message avec. Et c'est bien à ce moment-là, toute l'émotion qu'on veut faire passer. Alors, elle peut être institutionnelle. Ça peut être effectivement un remerciement très institutionnel à une société, à quelqu'un qui vous a, avec lequel vous avez collaboré. Mais parfois aussi, elle est là pour accompagner des émotions, des moments. Et nous, on a 1000 anecdotes, évidemment, pour illustrer ça. Et ça fait partie des anecdotes dont Réel Média tâchera de rendre compte et de voir, de mettre en exergue, en valeur, les efforts faits par les sociétés, qu'elles soient publiques ou privées, les institutionnels, les ONG, mais les citoyens aussi, pour justement accompagner le changement, parce qu'ils ont intégré qu'il faut changer. Alors chacun le fait à sa mesure, chacun le fait avec son talent, avec son savoir-faire. Mais je crois que ce qui est important, c'est d'avoir une certaine humilité et d'arrêter d'être dans le jugement et de vouloir monter les uns contre les autres. Oui, ça c'est une tendance très actuelle. Ce que je reproche à un certain écolo-fondamentalisme, c'est le côté punitif. C'est-à-dire, voilà, on se couvre la tête de cendre et on pleurniche, on s'assoit sur un banc de trottoir, on dit ah oui, non, ça va être la fin du monde, c'est épouvantable, etc. Et donc, et d'ailleurs, ça a des effets très négatifs sur une partie de la jeunesse aujourd'hui, et même sur les Français, parce que je crois que quand on interroge les Français, ils sont plus de 50% à estimer que le modèle de civilisation dans lequel on est va disparaître. Parce qu'à force de l'entendre un peu partout, répéter bêtement,
Ça passe par l'éducation ils finissent par le croire. Il ne faut pas oublier l'histoire. L'éducation, l'éducation. Bien sûr. Non, mais l'éducation et parier encore une fois sur l'inventivité, la créativité humaine. L'histoire de l'humanité elle fait déjà plusieurs dizaines de millions d'années, donc on ne va pas disparaître demain. Et d'ailleurs, quand on dit la planète va disparaître, ben non, c'est peut-être l'être humain va peut-être disparaître, mais la planète, elle sera toujours là. Ouais, elle va nous subsister, ça c'est sûr. C'est excellent sur Sud Radio et on revient dans un instant avec le journaliste qui vous amène l'info vraie. Bernard est positive, attention, Bernard de la Villardière et le fleuriste engagé Pascal Mutel. Restez là, nous on revient. Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente Sud Radio 7 excellent, Judith Belair. Vous avez choisi Sud Radio et vous avez bien raison, c'est excellent ce soir comme tous les dimanches à 19h. Et ce soir c'est avec le journaliste et producteur Bernard de la Villardière qui vient tout juste de lancer Réel Média et le président de l'Union des fleuristes Pascal Mutel, aussi fleuriste d'excellence, je tiens à le dire parce que j'ai un magnifique bouquet derrière moi, chers auditeurs, que j'aurai le plaisir de rapporter chez moi, je vous le conseille, la maison Pascal Mutel. Alors Bernard de la Villardière, on va parler quand même un peu d'actu. La presse et les médias, ils agissent sur le monde, on le sait, ils transmettent l'information. Qu'est-ce que vous pensez du traitement médiatique, par exemple, de la réforme des retraites, de ce qu'on entend en ce moment? Est-ce que vous pensez que ce traitement-là influence, en fait, d'une manière ou d'une autre, les réactions du peuple, les actions du peuple actuellement? Quand je vois la place qui est laissée à sur certaines chaînes d'infos, notamment aux émeutes, enfin aux 6 000 émeutes d'hier soir, parce qu'ils étaient quelques milliers, entre 4 et 6 000, et on avait l'impression que Paris était à feu et à sang. Ça a fait le tour du monde, c'était sur les réseaux sociaux, la manière dont un média que je ne citerai pas, qui est Brut, qui a relayé en direct ce qui se passait place de la Concorde et dans les rues alentours, en donnant cette impression que, encore une fois, que c'était le peuple français qui était dans la rue, quoi. Enfin, c'était invraisemblable. Invraisemblable. Et donc, on donne une dimension qu'elle ne mérite pas à des actions, des exactions commises par des casseurs ou des black blocs. Du coup, ça excite les gens, en fait. Oui, clairement. Sans doute aussi. Oui. Puis en tout cas, ça donne une image déformée de ce que pense même l'opinion publique sur les retraites. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la France se révolte. Non. Et alors justement, comment est-ce qu'on fait pour... c'est une question très large et puis c'est une question à laquelle on essaye de répondre assez régulièrement, mais pour informer sans déformer l'information et la donner en temps objectivement, comment on fait en fait on a une éthique personnelle, on a quelques principes, et le conseil pour se repérer face à la surabondance d'informations justement pour nos auditeurs ou vos téléspectateurs, c'est d'exercer son sens critique et de pas tomber dans ces travers-là. Mais je pense que les gens sont assez informés, ils le savent. Ils regardent BFM ou ils suivent Brut, mais en même temps ils se laissent pas abuser, je pense. Mais ils n'ont pas non plus de solution alternative. C'est pour ça que j'ai créé Réel Média, le retour au réel, à la réalité, avec encore une fois ce prisme optimiste, mettre en valeur l'engagement, la solidarité et l'innovation. Alors dimanche dernier, vous avez proposé aux téléspectateurs de M6 un nouveau numéro d'enquête exclusive, au titre évocateur, les loups de Poutine aux assauts des Balkans. Faire voir, c'est pour faire savoir aussi, chez vous, clairement. Oui, bien sûr. Enquête exclusive. Et là, c'est un peu orienté pour le coup. Enquête exclusive est plus dans la dénonciation. Enquête exclusive, c'est enquête exclusive. Donc on va pas montrer la beauté des sites touristiques dans les Balkans, et Dieu sait s'il y en a, c'est très beau. Mais enquête exclusive, on est là pour mettre le doigt là où ça fait mal, ou pour dénoncer ce qui se passe, ou pour décrypter l'actualité. C'est vrai qu'elle n'est pas toujours rose. Un média plus doux, quoi, en fait. Non, c'est parce que j'avais envie de raconter autre chose à un autre moment, sur un autre support, de travailler avec des jeunes journalistes. On a recruté une quinzaine de jeunes journalistes pour Réel Média, mais on s'interdit pas de couvrir l'actualité un jour, de faire du live sans doute, de créer des événements, etc. Mais effectivement toujours sous un angle positif. Mais même dans Enquête exclusive, vous savez, quand je vais à l'autre bout du monde, j'étais à Khartoum récemment, qui est une ville en ce moment où il y a beaucoup de manifestations, où l'armée tire sur la foule, etc. Et j'ai rencontré des gens qui étaient d'un enthousiasme et d'un courage tout à fait extraordinaire. Et encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, mes équipes à ligne de front redoutent mes retours de voyage, même dans les pays les plus difficiles, parce qu'en général, je reviens avec un surcroît d'énergie, une volonté de tout casser, encore plus grande que quand je reste à Paris, parce qu'encore une fois,
c'est dans ces endroits-là, vous savez, on dit souvent que les journalistes s'intéressent aux trains qui n'arrivent pas à l'heure et aiment aller sur les zones de conflit où les gens vivent dans des conditions difficiles. C'est parce que c'est dans ces lieux-là qu'on rencontre les êtres les plus exceptionnels. Ouais, bien sûr. Et vraiment, ça vous réconcilie avec la nature humaine. C'est à noter ça. Faire savoir et savoir-faire, Pascal Mutel, ça vous concerne aussi. Vous faire voir aussi, c'est une partie inhérente du savoir que vous transmettez, par exemple, aux prétendants fleuristes, j'imagine, dans votre école. Il n'y a pas que ça, vous transmettez beaucoup dans le silence aussi, et puis il y a les valeurs que vous leur transmettez. Mais ça commence par la vue, quoi, quand même, votre métier. Par le toucher, par la matière. Oui, c'est vrai qu'un bouquet, c'est tout de suite... c'est toujours la vue, c'est le premier des sens, souvent c'est celui qui va le plus vite et c'est celui qu'on a en premier. Et voir, c'est déjà, voir, c'est déjà s'intéresser, c'est déjà être curieux, c'est déjà être capable de voir, c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, finalement, on a parfois l'impression que les gens ne voient plus. Mais oui, donc dans notre école, effectivement... Vous avez 450 élèves, c'est ça? C'est 450 élèves jeunes qui forment sur les formations initiales et 150 personnes adultes qu'on forme en reconversion, donc tous les ans, qui ont un parcours professionnel ou qui ont un parcours étudiant. Il y a beaucoup de reconversions? Beaucoup, 150 par an, 150 jeunes, et même dans les formations initiales. Aujourd'hui, on a des gens diplômés de Sciences Po, on a des gens diplômés d'architecture, des beaux-arts, de droit, qui finalement en fin de parcours ne trouvent plus de sens ou pas de sens à leur formation et viennent dans nos métiers. Notre métier est un vrai métier porteur de sens et on peut venir dans nos métiers. Alors bien sûr, on a tous le schéma, oh là là, métier manuel. On a été en France très longtemps des métiers, comme t'es mauvais, tu vas aller apprendre un métier. C'est terrible. C'est-à-dire que nos métiers, c'est comme tu es en échec, tu vas aller apprendre un métier manuel. Ça change un peu ça quand même, Pascal Mutel. Ça change. Ça commence à changer. Alors, ça commence à changer parce que les pouvoirs publics agissent, parce que les mentalités agissent, mais finalement pas tant que ça. Souvent, tout le monde est d'accord, mais pas forcément pour ses propres enfants. On veut quand même souvent pousser ses propres enfants à un parcours scolaire brillant, comme ça et autres. Et si votre enfant vous dit en fin de troisième, écoute, j'ai envie d'arrêter l'école pour aller apprendre un métier, là, des fois, on est quand même un peu moins d'accord. Mais on a effectivement des jeunes qui viennent dans nos filières, parce que nos filières, on peut venir pour une envie entrepreneuriale, une envie artisanale, artistique, managériale, créatrice. On peut s'épanouir de plein de manières dans nos métiers et c'est vrai que moi ce métier m'a apporté tellement que c'est pour ça que je me suis investi là-dedans. Toutes les actions vous aussi, que vous avez fait une reconversion. Alors attendez, je le dis quand même aux auditeurs, parce que vous avez débuté votre vie professionnelle à l'armée au sein du 1er régiment des hussards parachutistes. C'est un grand écart étonnant quand même. Oui. Moi, j'ai voulu effectivement... La fleur au fusil. Voilà, exactement. Merci Bernard de la Ville. C'est ça. On amène d'ailleurs souvent l'œillet, les choses comme ça. La fleur accompagne beaucoup les militaires. D'accord. Mais qu'est-ce qui vous est... C'était un métier que vous aviez envie de faire avant de vous engager dans l'armée ou... Non, pas du tout. Non, moi, je me suis engagé dans l'armée parce que j'avais envie, que ça représentait des choses que j'avais envie d'aller faire. Donc j'ai fait 3 ans où je me suis engagé 3 ans dans les parachutistes. À la sortie, je suis allé en Angleterre travailler, d'abord dans la restauration. Et après, j'ai eu la chance de travailler dans une société où il fallait accrocher des décors de Noël sur les façades des grands immeubles. Et comme je savais descendre en rappel, je savais tout ça et autres, donc je suis rejoint une société où on était cordiste et on installait des décors de Noël sur la façade de Harrods, comme ça. Et là, j'ai découvert ce métier. À New York, non, voilà. Pas encore, mais peut-être. Et j'ai découvert ce métier et ça m'a passionné. Et après, ça a été la rencontre avec la fleur. Et là, je suis tombé amoureux. Je suis vraiment tombé amoureux de la fleur, du produit, de la fleur en elle-même. Et après, je me suis formé, j'ai appris. Et j'en ai fait mon métier. C'est génial ce que vous dites, parce que moi, quand j'étais enfant, mon père essayait d'éveiller une vocation en moi, et journalisme, ça le rassurait pas, parce que c'était un métier déjà bouché, disait-on. Et il me disait, mais il faut que tu tombes amoureux d'un produit. Regarde les gens qui sont spécialistes du riz, qui sont spécialistes du cuivre, ou du plomb, ou de l'or, ou du diamant. Enfin, il aimait beaucoup les bijoux d'ailleurs. Et il dit, mais non, un diamantaire, c'est formidable, parce que il voyage, et puis il est spécialiste d'un produit.
Ça a un côté, oui, voilà, c'est un côté important. Alors vous, mais cela dit, non, mais ce que vous dites sur l'emploi, sur les métiers, etc., ce sera un de nos vecteurs. Sujet, ouais. C'est la marque employeur. C'est aussi faire des reportages sur les métiers et faire découvrir la variété, la diversité des métiers. Je cite souvent l'exemple des chaudronniers. Aujourd'hui, les chaudronniers, ils travaillent avec un iPad à la main. Ils ont un marteau et c'est en général l'ordinateur qui dit oui, il faut cogner avec le marteau. Vous parliez d'innovation, nos métiers sont des métiers d'innovation. J'imagine aussi que c'est un métier d'innovation. On va travailler ensemble. Les meilleurs produits, les tendances. Je suis ravie quand ça se passe comme ça. Je crée le lien, c'est excellent. Non, parce que effectivement, une de nos sources de revenus sera évidemment le brand content, c'est d'être aux côtés des marques pour mettre en valeur la manière dont elles luttent contre la destruction de la biodiversité, contre le réchauffement climatique, mais aussi un brand content pour humaniser davantage encore, parce qu'on parle beaucoup de développement durable, mais ce que je dis souvent, c'est que le développement durable, c'est le cheval de Troie qui va réformer de l'intérieur le capitalisme. Le capitalisme, c'est un système économique, c'est pas un système de valeurs. Et si vous incluez ce système de valeurs dans le capitalisme, aujourd'hui, les grandes entreprises, mais petites ou grandes d'ailleurs, intègrent le fait que l'entreprise, c'est un agent dans la cité. C'est un agent. Donc, il n'y a pas uniquement l'intérêt économique ou le profit à la fin du mois, mais il y a aussi ce qui se passe à côté. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises aujourd'hui, ont leurs résultats financiers et les résultats extra-financiers. Et c'est auprès de toutes ces entreprises qu'on va travailler pour mettre en valeur à travers des vidéos ce qu'elles font justement dans ce domaine. Et vous savez, avec nous, on ne pourra pas tricher. Ouais. Réel Média, attention. Voilà, attention. Ça fait trembler. C'est bien, c'est formidable. Juste pour en revenir 2 secondes à vous, Bernard de la Villardière. Vous, c'était... 2 secondes seulement? Ouais, 2 secondes, enfin 2 minutes, parce qu'on va raccrocher après. Jusqu'à la prochaine. Bernard de la Villardière, donc vous, être journaliste, c'est une volonté claire depuis toujours, parce que vous avez fait Sciences Po, et puis vous avez eu votre premier job en 83 à France 3, au Puy-de-Dôme, attention. Et puis en plus, et après, vous allez aller tout droit, vous n'avez jamais arrêté. Donc même si papa voulait que vous tombiez amoureux d'un produit, vous étiez bien déterminé dans votre route. Alors, pour tout vous avouer, j'ai commencé quand même par faire une école de commerce, parce que mon père me disait, c'est parce que tu veux faire du journalisme, parce que tu aimes voyager comme ton père, parce que lui, il était conseiller du commerce extérieur. Et donc, j'ai fait une école de commerce dont je me suis fait virer au bout de 2 ans parce que j'y allais plus. D'accord. Et donc après, j'ai fait mes études, j'ai repris mes études, j'étais en droit, j'ai fait le CELSA, etc., tout en payant mes études le soir. Et d'ailleurs, ça me fait bien marrer. Ça m'amuse beaucoup quand le débat sur les retraites, pardon d'en remettre une couche, mais quand on dit non, mais il faut compter les années de travail. Il y a des gens qui étudient au lieu de commencer à travailler, mais étudier, c'est travailler. Et c'est parfois travailler 2 fois plus. Parce que le nombre d'étudiants en France qui étudient tout en ayant un emploi à côté, d'ailleurs, moi, quand je fais mes calculs de retraite, je vois, j'ai mes premiers trimestres, je les ai eus à 20 ans ou 21 ans. Ce qui fait que je pourrais être parti à la retraite il y a déjà 2-3 ans. Oui, mais vous n'avez pas très envie, a priori. Bon, non, je le fais pas. Je le fais pas et je suis très heureux de participer ainsi à éponger le déficit public en continuant à travailler. Et évidemment, à cotiser pour la retraite. Non mais je veux dire, non mais c'est vrai. Non mais pourquoi on n'intègre pas? Pourquoi on dit non mais les étudiants ils travaillent pas? C'est pas compté comme des années de travail. L'étudiant en médecine, il fait 6, 7, 8 ans d'études. Souvent d'ailleurs, il fait des remplacements à l'hôpital, sous-payés, etc. Et donc un garçon qui est cardiologue, qui est diplômé à 28, 29 ans, on va décider que non, il prendra sa retraite à 70 ans. Mais c'est scandaleux. La justice, elle est là aussi. Le journaliste Bernard de la Villardière et son coup de gueule ce soir sur Sud Radio avec le fleuriste Pascal Mutel. Ils sont avec vous, vous l'avez bien compris. Vous restez avec nous. On revient dans un instant. À tout de suite. Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi, c'est excellent comme chaque dimanche. Si vous nous rejoignez, pas de panique, il nous reste encore un peu de temps ensemble avec Bernard de la Villardière à la tête de Réel Média et Pascal Mutel, le président de l'Union nationale des fleuristes et aussi à la tête de la maison Pascal Mutel, très belle maison de fleurs. Pascal Mutel, seule la paresse fatigue le cerveau. Ça, c'est ce que vous dites, c'est la phrase en exergue sur votre site internet, je tiens à le dire quand même. Et puis, alors, elle est sur le visage des jeunes personnes qui font, quand on passe la souris dessus, elle est sur le visage des jeunes personnes qui constituent votre équipe. Grosso modo, l'excellence, elle passe par l'esprit d'équipe et puis d'une équipe performante chez vous. Ah oui, la fleur, c'est un métier humain. Alors c'est un métier de produit, c'est la fleur, et après c'est des humains qui la travaillent. Alors c'est des humains qui la produisent, et c'est des humains qui la travaillent. Moi, j'adore travailler. Alors j'ai des gens qui sont avec moi depuis 23 ans. J'ai Carole.
jeune femme on travaille ensemble depuis 23 ans. J'ai des gens qui sont avec moi depuis 10 ans, 12 ans, 15 ans. Et puis j'ai des jeunes, je forme beaucoup de jeunes. Et j'ai des jeunes et je suis déjà... c'est un jeune que j'ai formé qui est chez moi. On est déjà engagé dans un processus de succession où il reprendra mon affaire et il s'engagera là-dedans. Mais former les jeunes, c'est formidable. Moi, c'est ce que je leur dis toujours. Nous, on va vous apprendre à faire des bouquets, on va vous apprendre à savoir parler aux clients, à savoir être avec les clients. On n'aura pas, par contre, on ne pourra pas vous apprendre l'ambition que vous pourrez avoir, d'être curieux, d'être curieux de tout. Et nous, nos équipes, c'est vraiment ce mélange des plus jeunes, des moins jeunes, alors des jeunes qui arrivent aussi parfois avec des mentalités différentes de nous, dans leur rapport au travail, dans leur rapport à la fleur, dans pourquoi ils sont venus dans ce métier. Et c'est ça qui est intéressant, où finalement chacun fait un pas vers l'autre, et puis nous on évolue, et eux aussi, et finalement c'est... Vous grandissez ensemble, quoi. Exactement, c'est dans ces échanges qu'on produit l'excellence. Et vous, Bernard de la Villardière, c'est un travail d'équipe aussi, hein, une quinzaine de journalistes, vous l'avez dit, Réel Média, c'est impossible à faire sans équipe et sans une équipe performante également. Bah oui, c'est Arnaud Delemel qui dirige Réel Média, à côté de Stéphane Montmarson. Ce sont des garçons que je connais depuis plus de 10 ans, voire 15 ans chacun. Arnaud a été rédacteur en chef de Ligne de Front, et puis il se trouve que je travaille aussi avec 2 de mes enfants. Oui, sur Ligne de Front justement. Les 2 aînés. Caroline et Marc, c'est ça. Absolument, Caroline et Marc. Et vous m'auriez dit il y a 20 ans, tu vas travailler avec tes enfants, je vous aurais dit non, mais c'est ringard, surtout pas. Et en fait, ils m'ont pas laissé le choix, en fait. Voilà, ils ont fait leur chemin de journaliste et ils sont venus à vous après. Ils ont fait leur chemin, absolument. Ils ont travaillé à droite à gauche quelque temps, et puis ils sont venus me rejoindre parce qu'ils se sont dit finalement l'aventure familiale c'était pas si mal. Et c'est très gratifiant ça de travailler avec ses enfants finalement. Oui, tout à fait. Non, et puis il y a cette notion de transmission aussi. Moi, je vais avoir 65 ans dans quelques jours, donc voilà, je suis content de me dire tiens, je leur passe la main. Et puis le capitalisme familial, comme j'aime à le dire volontiers, c'est le modèle au monde le plus répandu. Les gens travaillent en famille. Bien sûr. En Asie, en Afrique, en Amérique latine, les restaurants, les boutiques, les mécanos, les différents métiers liés à l'artisanat. Les gens travaillent en famille et c'est exceptionnel. Transmission maître mot, quoi. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Même si, encore une fois, je suis conscient le monde d'aujourd'hui n'est plus le même. Voilà. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je crée Réel Média. C'est parce que, effectivement, la télévision souffre aujourd'hui. Et donc, il faut inventer de nouveaux médias, et c'est exceptionnel parce que pour quelques centaines de milliers d'euros aujourd'hui, grâce à des investisseurs qui m'ont fait confiance, comme Benoît Habert, qui a notamment créé la revue Écologie 360, avec lesquels on a un partenariat, ils ont accepté de mettre un peu d'argent dans cette aventure. Et voilà, et puis il y a l'Occitane, avec qui on a signé un premier partenariat. Qui correspond à votre état d'esprit aussi. Oui, parce que c'est une société, c'est amusant, parce que moi, je ne les connais pas, ou je ne les connaissais pas, mais depuis des années, je les découvre dans les aéroports du monde entier. Je me dis, l'Occitane, c'est peut-être la marque française la plus répandue au monde, en tout cas dans les aéroports. C'est incroyable. Et donc, c'est une marque d'excellence, excellence française, en termes de produits, et qui fait beaucoup d'efforts pour préserver la biodiversité, la traçabilité, et même la condition des femmes au Burkina Faso. Vous n'auriez pas travaillé avec une marque qui ne respecte pas ça du tout, en fait. Non, évidemment. Non, bien sûr. Mais toutes les marques vont y venir d'une manière ou d'une autre. C'est vrai qu'à une époque, le développement durable, il y a une dizaine d'années peut-être, c'était souvent un cache-sexe ou un cache-misère. Enfin, on trichait un peu. On faisait de la com, beaucoup plus que des choses tout à fait réelles. Aujourd'hui, il y a des certifications, il y a des normes françaises, européennes, installées notamment par la loi Pacte pour la France. Et donc, les marques ne peuvent plus tricher. Et elles se sont pris au jeu. Bien sûr. Et quand on dit les marques, même quand on tape à bras raccourcis sur Total Energy est en train de changer de manière phénoménale. Ils sont quand même en train de construire un énorme gazoduc, là, si j'ai bien compris, qui détruit les populations de la faune, de la flore et tout ça en Afrique. Oui, voilà. Non, mais c'est pas simple. C'est pas simple. Les choses sont pas si simples. C'est pas noir et blanc, mais bon. Le gazoduc, il fait peut-être quand même vivre un certain nombre de gens, et il permet de ravitailler toute une région en gaz, en énergie, pour que les foyers puissent se chauffer, s'éclairer. C'est important aussi.
Non, mais on fait, oui, la nature, forcément, on ne peut pas avoir une nature complètement vierge. Non, mais ou alors on revient à l'ère préhistorique. Je ne cherche pas à défendre Total, je ne connais pas le dossier. Moi, j'ai une question là-dessus. C'est face au réchauffement climatique, est-ce qu'il ne faut pas justement accélérer pour arrêter ce genre de choses? Parce que, grosso modo, comme vous dites vous-même, la Terre, elle va nous subsister, mais c'est quand même notre seul habitat. Sinon, on disparaît. Voilà, après, on ne pourra plus en parler. Hein. Oui, bien sûr, mais tout ça, ce sont des évolutions sur plusieurs dizaines d'années. Regardez l'Allemagne. On nous dit qu'il faut se convertir à l'électrique et après 2035, on vendra plus de moteurs atmosphériques, de voitures à moteur atmosphérique. Tout le monde dans la filière dit d'accord, ok, on va se mettre en ordre de marche, tout en sachant qu'on va laisser tomber cette filière entre les mains des Chinois, parce que les piles, tout ça, il faut de la silice et les mines, elles sont en Chine pour l'essentiel. Et donc les Allemands sont en train de dire peut-être qu'on va attendre un peu. Là aujourd'hui, ils font marche arrière. Donc Pascal Mutel, pour revenir un petit peu sur votre équipe, vous nous annoncez aussi, c'est ce que vous dites, que sans ces amis, en fait, votre maison n'existerait pas, en fait. Et on parle ici de vos partenaires, des maîtres d'art avec lesquels vous travaillez, des lieux exceptionnels aussi dans lesquels vous avez pu officier. Vous voulez bien nous en dire un petit peu plus justement sur cette équipe élargie autour de vous qui fait que vous pouvez continuer à rayonner. La fleur, elle est partout. Tout le monde utilise la fleur. Donc effectivement, nos clients, ce sont toutes les marques, ce sont toutes les entreprises. Alors certaines en utilisent plus que d'autres, mais la fleur, elle va aux ambassadrices d'une marque, elle va à l'accueil d'une société, elle va dans des salles à manger de direction, elle va sur les tables quand dans un restaurant ou n'importe qui va dans un séminaire, une convention, il y a des fleurs qui sont au milieu. La fleur est partout et c'est vrai que la fleur accompagne tous les événements, des plus grands aux plus intimes. On a décoré des anecdotes comme ça où bien sûr un jeune Américain venait donc demander son épouse à Paris dans une chambre de palace parisien, et donc ils arrivaient, ils prenaient la chambre et pendant qu'ils l'emmenaient dîner, nous on a investi la chambre, recouverte entièrement la chambre de fleurs, et quand il est revenu de dîner, effectivement pour la demande en mariage, la fleur était recouverte de fleurs. Mais la fleur, voilà, et c'est parfois aussi un jeune garçon qui pour la Saint-Valentin a 13 ans et vient il allait au tennis, il était cette année là, et il dit voilà, je voudrais 3 ronds. Je lui dis oui, pour ta maman. Non, c'est pour mon amoureuse. Il devait avoir 13 ans, 14 ans, et c'est ça qui est formidable, c'est que la fleur, elle est intergénérationnelle, des plus jeunes aux plus. Pourquoi? Parce qu'elle est vraie, parce qu'elle est vecteur d'émotion, et tout le temps. Tout le monde s'y retrouve, et la fleur, elle est belle. Je vais vous raconter une anecdote à propos de fleurs que je trouve très émouvante et qui m'est arrivée il y a quelque temps. C'était à Barcelone, il y a un an. Il y a une fête de la fleur chaque année à Barcelone. Il y a un jour de la fleur où on distribue des fleurs dans la rue, où les gens portent des fleurs. Et à mon hôtel, on m'a laissé une fleur, et en sortant, j'étais dans la rue et j'avais un rendez-vous, et j'arrive en bas d'un immeuble et je croise la concierge et j'avais cette fleur à la main. Mais c'était une femme d'un certain âge, et je cherchais depuis tout à l'heure à qui la donner. Dans la rue, je me disais, aujourd'hui, on est dans un tel climat que si on donne une fleur, attention, on sait jamais. Oui, voilà. On pouvait m'accuser de harcèlement. Donc j'étais un peu gêné, et je me retrouve dans ce bas d'immeuble. Je vois cette femme, cette gardienne, et je lui donne la fleur. Et elle me dit, elle me dit, mais pourquoi vous me donnez cette fleur? Et je lui dis parce que voilà, ça me fait plaisir de vous la donner. Et elle tombe en larmes, et elle me dit mais monsieur, vous vous rendez pas compte, aujourd'hui c'est la mort anniversaire de mon fils, il est mort il y a 10 ans, et j'étais en train de penser à lui, et je me disais tiens, que peut-être qu'aujourd'hui il me fera un signe. Oh là là. Et elle considérait que cette fleur était un signe, et donc j'étais le porteur d'un message venu de l'au-delà. C'est de la poésie, tout ça. Hein. Et non, mais c'était une histoire. Enfin, vraiment, on était tous les deux, elle en larmes et moi au bord des larmes, je dois dire, et je les serrais très fort dans mes bras, bien évidemment. Émotion, c'est exactement. Incroyable. Et à quel point la fleur accompagne ces moments-là. Parce que la fleur est aussi présente dans les moments de fin de vie. Mais justement, comment elle aide et comment elle accompagne. On a tous des souvenirs de cérémonies où effectivement, on est tous tristes, on est tous affectés. Et la fleur vient emmener une dimension, vient emmener de la douceur, vient emmener sur les églises qui sont des lieux minéraux. Dans ce moment de solennalité
et douleur, et ben la fleur vient apaiser un petit peu ça et accompagner ces moments. Donc de la naissance jusqu'à la fin, finalement, la fleur. Mais on disait, voilà, la vie, c'est des roses, mais c'est aussi les épines qui vont avec. C'était Jean d'Ormesson qui disait ça. Exactement. Je prends les roses et je prends les épines avec. C'est toujours ça. Et donc, la fleur, elle est dans tous ces moments, des plus gais, des plus heureux, parfois aux moments difficiles. Bah écoutez, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez, Bernard de la Villardière? Vous avez un petit mot à dire encore? Vive les fleurs. Voilà. Et non, vive les fleurs. Je regrette d'ailleurs que dans les cortèges funèbres en ville, on ait supprimé les fleurs. Parce qu'on veut supprimer l'image de la mort de la ville et c'est très dommage. Ça, c'est le rapport à la mort de notre société. Débat. Il faut cacher la mort. Oui, c'est ça. Mais la fleur accompagne. Elle est encore très présente, quand même. Heureusement. Oui, on bien en sûr. met encore beaucoup. Mais il n'y a plus les corbillards, avec les grosses couronnes qu'il y avait autour. Les corbillards, autrefois, il y avait des fleurs. La dernière fois qu'on a fait ça, c'était pour M. Bérégovoy à Nevers, où il y avait 40 corbillards avec les couronnes qui ont accompagné jusqu'au cimetière. Messieurs, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci à vous. Merci beaucoup de votre venue dans les studios de Sud Radio. Alors, votre nouveau média, Bernard de la Villardière, Réel Média, sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, Facebook, Instagram. Twitter. Et puis bientôt YouTube aussi, alors. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et allez vous voir, verrez, ça il y a vaut des le contenus détour. tout à fait étonnants. Et puis les adresses et l'histoire de la maison Pascal Mutel, c'est sur Pascal Mutel, alors mutel.com, sans oublier pour ceux que ça intéresse le site de la seule école de fleuristes d'excellence, pour ceux qui ont envie de changer de vie ou d'en commencer une. École des fleuristes de Paris, tout attaché. École nationale des fleuristes. École nationale Enfin, c'est École de Paris, oui, ou lesfleuristes.com. Il suffit d'aller sur lesfleuristes.com. C'est très facile à se souvenir et vous tombez sur l'École nationale et sur l'Union et sur tous les engagements de nos filières. Et si vous avez envie de devenir fleuriste, venez nous rejoindre. C'est une aventure formidable. Jeunes, moins jeunes, venez tous. Vous vivrez la passion de votre vie. Chers auditeurs, écoutez bien Pascal Mutel. En attendant tout ça, nous, on a rendez-vous dimanche prochain à 19h avec de nouveaux excellents invités, évidemment, sur Sud Radio. La playlist de l'émission en intégrale, ces podcasts est en podcast sur sudradio.fr, la chaîne YouTube de Sud Radio, Deezer, les réseaux sociaux et tout le tintouin. La playlist donc, et merci à Maxime Sénat qui réalise pour vous aujourd'hui, aux équipes de Sud Radio. Bisous les copains, la semaine prochaine, c'était excellent. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Avec Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans.